Christian Page avec Mythes et complots. Salut Bernard. Salut. Alors là, écoutez, mesdames et messieurs, on a le choix, là, entre John F. Kennedy, une nouvelle espèce d'orang-outan, une voyante qui n'avait pas vu ça, c'est mystérieux, et quand t'es mort, tu le sais. Oh, j'avoue que c'est inquiétant. Quand t'es mort, tu le sais? Oui. Ça veut dire quoi, ça, quand t'es mort, tu le sais? C'est une étude, et en même temps, le titre paraît un peu farfelu, mais en même temps, c'est quand même troublant. C'est une étude qui vient de paraître, qui a été menée par un groupe de chercheurs de l'école de médecine, la University de Stony Brook, dans l'État de New York. Et l'un des chercheurs attachés à cette université, c'est le docteur Sam Parnia. Parnia qui s'est beaucoup impliqué dans les recherches sur les morts imminentes. Donc, ces histoires de gens qui ont vécu des expériences au seuil de la mort. Là, tu sais, la lumière, le tunnel et tout le reste. Oui. Et là, voilà qu'ils viennent de publier une nouvelle étude. Et cette étude démontre, et là, on n'en est pas dans l'expérience de mort imminente, on est réellement dans le domaine de des neurotransmetteurs. Et cette étude montre que certaines cellules de ton cerveau pourraient prendre des heures avant de mourir. Donc, à ce moment-là, ce qui voudrait donc dire que quand tu meurs, donc avant que le processus neurochimique se soit complètement éteint, tu restes conscient, donc tu as une forme de conscience, et donc tu serais mort et tu serais conscient d'être mort. Ça pourrait même aller jusqu'au fait que tu entends des gens parler autour de toi. Donc, tu t'imagines, Bernard, tu es étendu comme ça dans une salle d'opération, et puis tu entends les médecins autour de toi qui discutent, puis ils disent, on va arrêter le processus, l'acharnement, il est décédé. Donc, quelque part dans ta conscience, tu sais que tu es mort et que tu es à la veille d'entreprendre le grand voyage. Ouf, c'est un peu angoissant, ça. Absolument que c'est angoissant, parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent, personne ne souhaite sa mort, personne ne souhaite discuter de sa mort, mais on est tous d'accord que quelque part en dedans de nous, on souhaite que le jour où ça arrivera, ce soit rapide et sans douleur. Sans douleur, oui. Et là, soudain, de savoir qu'au moment où tu décèdes, ton cerveau pourrait continuer de fonctionner, certaines capacités neurologiques pourraient se maintenir pendant des heures, et que ça entretiendrait, ces facultés-là, entretiendraient une espèce de conscience qui te révélerait peu à peu que tu es en train de t'éteindre, tu en es dans tes derniers moments de vie, c'est quand même quelque chose d'angoissant. Puis lui, il a découvert ça comment, là? En fait, ce qu'ils ont étudié, ils ont fait le test, évidemment, sur des cobayes, en particulier des rats et des souris. Ils ont remarqué, effectivement, qu'il y avait une activité cérébrale. Il y avait une activité cérébrale qui pouvait perdurer pendant de longues minutes, sinon de longues heures, après le décès de l'animal. Et pour Parnia, évidemment, ça pourrait être un indicatif que le fait que les gens continuent, en fait, d'avoir cette conscience permettrait d'expliquer, sans faire appel à du surnaturel, pourrait peut-être expliquer pourquoi des gens qui, au stade de la mort, même parfois plusieurs minutes après leur décès, parce qu'en théorie, 30 secondes après l'arrêt cardiaque, ton cerveau commence à arrêter ses fonctions. Mais si on peut... Faute d'oxygène. Faute d'oxygène, bien sûr. Mais si le cerveau peut continuer, certaines parties des transmetteurs neurologiques réussissent à fonctionner encore pendant de longues minutes, sinon des heures, ça pourrait expliquer que des gens qui ont été ramenés à la vie après un acharnement quelconque, ces gens-là puissent se rappeler des conversations qui ont eu lieu dans le bloc opératoire, des conversations qui ont eu lieu autour d'eux. Donc, cette conscience de l'environnement, parce que même si on a les yeux fermés, nos oreilles continuent d'entendre. Oui. Donc, ces gens-là ça pourrait expliquer une partie des souvenirs que des gens rapportent de ces expériences de mort imminente sans avoir à faire intervenir une quelconque vision de l'au-delà. Mais en même temps, tu comprends que c'est inquiétant de savoir qu'on peut être conscient de notre propre mort. C'est sûr que c'est très angoissant. Un petit peu. Alors, pour se changer les idées, si on parlait des orang-outans en Indonésie, tiens, ça pour nous ramener... Et en même temps, tu vas voir que tu me diras, oui, mais Christian, ta chronique n'est pas une chronique de zoologie, mais tu vas voir qu'on n'est pas très loin. En fait, c'est un article qui vient d'être publié dans le Current Biology. Ce sont des biologistes et des zoologistes qui viennent d'identifier de manière très claire l'existence d'une troisième espèce d'orang-outan qui vit dans l'île de Bornéo. On sait que les orang-outans, ces grands singes, existent essentiellement dans l'île de Bornéo et de Sumatra. Et là, voilà qu'il y a quelques années déjà, des scientifiques avaient trouvé des crânes. On avait ramené des crânes de soi-disant orang-outans, mais on avait déjà noté chez ces orang-outans
c'est quasiment un exercice de prononciation. Oui. Chez ces orang-outans, on avait remarqué des particularités du crâne qui les dissociaient des deux autres espèces. Alors là, on est allé là-bas, dans le nord de l'île de Bornéo, dans la région du Batang Toru. On a réussi à identifier cette communauté qui ne compte que 800 spécimens. Donc, au moment où on la découvre, elle est déjà en voie d'extinction. Oui. Et il est clair que cette race d'orang-outans, même si ce sont des grands singes qui sont très voisins de leurs confrères, c'est une race qui s'est développée à part des deux autres. En fait, elle serait plus ancienne que les deux autres. Les deux autres se seraient séparés il y a à peu près 700 000 ans. Les deux autres qu'on retrouve, une dans l'île de Sumatra et l'autre dans l'île de Bornéo. Quant à cette race-là, elle serait plus ancienne encore. Alors, tu me diras, que vient faire et c'est la première fois depuis 1929 que l'on découvre un grand singe. Hein. Le dernier qu'on avait trouvé, c'était au Congo en 1929. Alors, que vient faire une nouvelle zoologique dans une chronique mythe et complot? Mais oui. C'est parce qu'il faut savoir, Bernard, que dans l'île de Sumatra, il y a une sorte de légende d'une créature mystérieuse qui serait un peu apparentée à notre Bigfoot, Sasquatch, Yeti, mais plus petite. Hein? Donc, une espèce de Sasquatch nain qui mesurait à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, que les locaux appellent l'orang pandek. Et cet orang pandek, donc une créature mi-humaine, mi-primate, quelque part, existerait dans les forêts de l'île de Sumatra et de Bornéo. Et les gens, les villageois en parlent comme s'il s'agissait d'une créature bel et bien réelle, comme les gens ici, par exemple, les Autochtones parlent du Bigfoot ou du Sasquatch comme une créature réelle, les Népalais parlent du Yeti. Mais tu comprendras qu'on n'a jamais vu une photographie de l'orang pandek, on n'a jamais vu un film de l'orang pandek. Quelques scientifiques qui sont allés dans ces régions ont ramené des moulages d'empreintes de pas, de petits pas, qui pourraient peut-être être des moulages des pas de cet orang pandek. Mais on l'a jamais... Les Occidentaux n'ont jamais ramené une preuve de l'existence de cet animal. Alors tu comprends que cette découverte d'un nouveau singe dans l'île de Sumatra dans l'île de Bornéo, vient ajouter de l'eau au moulin aux gens, les cryptozoologues, donc ces gens qui s'intéressent aux animaux inconnus de la science, monstres du Loch Ness, Yeti, Chupacabra et tout ça. Donc ça vient ajouter de l'eau à leur moulin. Eux qui croient que cette créature, l'orang pandek, est bel et bien réelle et continue de se terrer quelque part dans les forêts d'Indonésie, à l'abri, ou en tout cas à loin des regards de l'homme moderne. OK, mais il n'y a personne qui a vu dans ce troisième type d'orang-outan le fameux orang pandek. Non, l'orang pandek n'est pas cet orang-outan. Donc, on trouve ça, mais on se dit... Le mystère continue. Oui, le mystère continue, mais on entretient. On se dit, c'est pratique. Si on a réussi à trouver une nouvelle race d'orang-outan en 2017, qu'est-ce qui nous dit que l'orang pandek n'est qu'un mythe? Oh boy. Peut-être que dans les années à venir, trouverons-nous la preuve matérielle, physique de l'existence de cet orang pandek. Ouf, tout un détour pour arriver à l'orang pandek. Alors, on s'arrête et au retour, on va parler de JFK. Alors, de retour avec nos mythes et complots avec Christian Page. Christian, parle-nous donc de ces documents là sur JFK. C'est assez amusant parce qu'on a l'impression que depuis la fin du mois d'octobre, on parle chaque semaine de ces documents ou de ces nouveaux documents qu'on n'arrête pas finalement de trouver sur JFK. On se rappelle, le 26 octobre dernier, on avait annoncé en grande pompe la publication de quelques 3100 dossiers sur JFK qui étaient jusqu'à maintenant demeurés confidentiels. Et tout ça, ça faisait partie d'une sorte de mise, parce que les documents sur JFK devaient être publiés théoriquement là, aux alentours de 2030, quelque chose comme ça. Et voilà que depuis la sortie du film d'Oliver Stone, on a comme forcé un peu la main. Donc, on nous annonce comme ça 3100 dossiers nouveaux sur JFK. Et tu te rappelles, on en avait parlé le jour même en question et je t'avais dit, on risque de voir les services de renseignement retenir un certain nombre de ces dossiers. Et effectivement, en fin d'après-midi, les services de renseignement ont retenu 200 dossiers. Le président Trump a donné aux services de renseignement 6 mois pour justifier pourquoi la rétention de ces documents. Il l'a autorisé, mais demande une explication. Et là, voilà que depuis le mois d'octobre, on n'arrête pas de publier des documents sur JFK. D'abord, il y a eu ces 3100 qui avaient été réduits à 2891 avec la rétention des services de renseignement. Le 3 novembre dernier, on en a publié 676 autres qui ne faisaient pas partie du lot original. Et hier, on en a publié 13 213. Imagine-toi, 13 213 nouveaux documents qui sont accessibles aux archives nationales.
Mais y a-t-il quelque chose de nouveau? Tous ces documents-là, certains de ces documents-là étaient déjà connus, c'est-à-dire étaient connus des spécialistes parce qu'ils avaient fait l'objet, notamment, ils avaient été évoqués lors des enquêtes. Il faut se rappeler qu'il y a eu une commission d'enquête immédiatement après le meurtre de JFK qui avait été demandé par le nouveau président Johnson. Et ensuite, il y a eu la commission d'enquête dans les années 70 qui s'est penchée notamment sur la mort de Kennedy, sur la mort de Martin Luther King, donc le comité sur les assassinats. Et ce comité, donc, avait aussi utilisé des documents d'enquête menés par la CIA et le FBI. Et là, voilà que ces documents, certains étaient connus, mais là, les Archives nationales viennent de les mettre en ligne. Donc, les autorités concernées ont dû numériser ces milliers et ces milliers de pages de documents qui sont maintenant accessibles aux historiens, aux amateurs. Et tu comprendras qu'il va falloir des semaines, sinon des mois, pour décanter ces informations. Mais s'il y avait quelque chose mettons, là, d'exceptionnel, de renversant. Mais il semble qu'on l'aurait déjà su, on l'aurait non? déjà, et à mon avis, il ne faut pas s'attendre à de grandes trouvailles, puisque dans tous ces documents, on nous annonce, c'est-à-dire que les Archives nationales nous disent bien que certains de ces documents ont servi de canevas à la commission Warren dans les années 60 et ont servi de canevas à la commission sur les assassinats dans les années 70. Or, je te rappelle que ces deux commissions ont conclu toutes les deux que Lee Harvey Oswald était le tireur qui avait abattu le président. Et le seul. Et le seul. Et dans les deux cas, on a éliminé, à tout le moins, on a mis en sourdine l'hypothèse d'un complot. Dans les années 70, c'est vrai que la commission avait conclu qu'il y avait peut-être un complot, mais on s'appuyait sur une preuve acoustique qui, quelques années après, a été complètement discréditée, ce qui nous ramenait donc à la case départ. Donc, dans les deux cas, ces documents-là ont déjà été enquêtés, ont déjà été étudiés par les services de renseignement, et dans les deux cas, on n'a pas trouvé preuve d'un complot. Alors, j'ai bien l'impression que les amateurs, les théoriciens du complot qui vont plancher sur ces documents au cours des prochaines semaines ou des prochains mois risquent peu de trouver ce qu'on appelle le smoking gun. Bon, il nous reste 1 minute pour parler de la voyante. Ouais, écoute, es-tu capable de nous ramasser ça en 1 minute? Oui, c'est une histoire un peu amusante. C'est-à-dire que c'est une dame au cours de l'été. Ça se passe à Thionville, en France, dans l'est de la France, près de la frontière du Luxembourg. Donc, cette dame appelle une voyante et au téléphone, la voyante lui dit « Je vois que vous avez des problèmes de santé. C'est probablement des crises. Vous allez probablement décéder au cours des 6 prochains mois d'une crise cardiaque. » Alors, la pauvre dame, tu comprends, consulte son médecin. Comme son médecin lui dit que son cœur va très bien, elle consulte d'autres spécialistes. Et là, soudain, c'est la dépression nerveuse. Elle doit consulter un psychologue. Et finalement, elle meurt de dépression nerveuse? Non. Fait que finalement, non. Elle est placée dans un centre pour se remettre de cette crise nerveuse, de cette épreuve. Et là, finalement, elle et son mari ont décidé de poursuivre la voyante pour fausse vision. Alors, la cause a été déposée devant le parquet de Thionville. On ne sait pas quel est le montant de la réclamation, mais je suis assuré que la voyante ne l'avait pas vu venir. Je ne te poursuivrai jamais. J'espère bien. Pour toutes tes analyses et tes visions. Qui ne sont pas toujours forcément appuyées par des preuves scientifiques, mais à tout le moins, elles sont toujours ludiques. Oui, absolument. Pour notre plus grand bonheur. Alors, dimanche à 14h, c'est les mythes et complots week-end avec Geoffrey Soubrani. Et cette semaine, c'est la possession diabolique et l'exorcisme. Oui. Croyez-vous que le diable existe? Je ne sais pas. Le temps de te remercier. Merci beaucoup. Et le temps de remercier également